on va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'agtech, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Pour bien démarrer cette saison 2, je vous propose de parler de la pluie et du beau temps. En effet, beaucoup de secteurs industriels sont météo-dépendants, c'est-à-dire qu'ils sont intrinsèquement liés au climat et que c'est ce climat qui définit la réussite ou non de l'activité. Bien sûr, l'agriculture est le secteur météo-dépendant par excellence. Pour les agriculteurs, la météo dicte tout, ce que l'on va faire dans la journée, comment on va vendre sa production, etc. Autant vous dire que les prévisions météo et tout autre type de données sont fondamentales pour le métier d'agriculteur. C'est pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui. Pour échanger sur ce sujet, j'ai le grand plaisir de recevoir deux experts de l'agrométéorologie et de l'agroclimatologie. Le premier est Jérôme Leroy, fondateur de Winat. Winat, c'est à la fois une application mobile et des capteurs météo connectés que l'agriculteur utilise pour suivre en temps réel les conditions météo et agronomiques de ses parcelles. Winat aide l'agriculteur à mieux gérer ses ressources et donc à optimiser son activité, son temps et son impact environnemental. Pour comprendre le problème d'un point de vue plus macro, j'ai invité à ses côtés Serge Zaka, l'un des rares agroclimatologues français. Avec l'entreprise pour laquelle il travaille, ITK, il aide les agriculteurs, à partir des données récoltées par Winat par exemple, à prendre les meilleures décisions stratégiques, à prédire les risques et ainsi à faire les meilleurs choix possibles. Passionné et passionnant, c'est un bonheur d'apprendre avec Serge qui cumule également la fantastique casquette de chasseur d'orage. Il parcourt des kilomètres en pleine nuit pour photographier des orages et autres phénomènes climatologiques. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ces magnifiques photos sur son profil Twitter. J'ai appris énormément de choses à leur côté et j'espère qu'une fois cet épisode écouté, vous serez à même de mieux comprendre quels sont les enjeux météo pour l'agriculture et quelles solutions on peut mettre en place pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Bonjour à tous les deux. Tout d'abord, j'aurais souhaité un peu comprendre avec des mots simples vos deux activités, mais surtout que vous m'expliquiez pourquoi on est là tous les trois et comment vos activités elles s'articulent un petit peu entre elles. Jérôme, je te laisse commencer. Ok, merci beaucoup. Alors nous, effectivement, on est né il y a 6 ans, donc on a commencé par créer des capteurs connectés qu'on a distribués auprès des agriculteurs. Ça leur permettait sur une application mobile d'avoir accès à des données fiables qui leur permettaient de piloter et de prendre des décisions au quotidien. Plus ça va, plus on agglomère de données. Aujourd'hui, sur nos plateformes, on a plus de 6000 agriculteurs utilisateurs de nos solutions en France et dans 6 pays. Et une fois que ces données sont agglomérées au quotidien, avec une donnée qui remonte de chaque capteur toutes les 15 minutes, il faut la traiter, il faut la croiser avec des données de culture, il faut la croiser avec des modèles météo. Et c'est là que je passe la balle à mon ami Serge, qui lui traite ces données pour en extraire des prévisions. À toi, Serge. Tout à fait, Jérôme. En fait, faut savoir qu'en agriculture, la météorologie, c'est la base en fait de toutes les décisions que les agriculteurs vont avoir. Et donc les données que Jérôme produit, que la société de Jérôme produit, les données météorologiques brutes, on les récupère en fait en entrée d'un modèle de culture. Alors un modèle de culture, c'est une simplification de ce qui se passe dans la réalité par des équations mathématiques. On reproduit le développement d'une culture de façon virtuelle. D'une plante, ouais. C'est ça. Et pour reproduire le développement de cette plante, il faut des données météo
passées, des données météo présentes et des données météo futures. Et donc, dans la société ITK, en fait, on développe des modèles de culture qui vont permettre, en fait, de donner des conseils, de diriger les agriculteurs vers des décisions qu'ils doivent prendre en fonction de la météo qui s'est passée, de leur état de culture présent et des données météo qui vont venir. Donc vraiment aujourd'hui, peut-être ce qu'on se rend pas compte quand on n'est pas agriculteur, c'est que est-ce que c'est vrai du coup l'agriculteur il se lève le matin, la première chose qu'il fait, c'est de regarder ce qui se passe dans le ciel, quoi. Il y a 2 choses le matin que l'agriculteur regarde quand il se lève. C'est quel temps il va faire, quel temps il a fait depuis minuit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et dans les 7 prochains jours, et à quel prix je vais pouvoir vendre ma récolte. Ouais, c'est vrai que quand même c'est important. Ouais. Exactement, et la modélisation intervient aussi dans cette prise de décision, parce que l'agriculteur, il est constamment soumis à des prises de décision, et la modélisation lui permet en fait de le guider, donc de lui dire par exemple, étant donné qu'il va y avoir une canicule qui vient la semaine prochaine, vous avez tout intérêt à irriguer avant cette canicule pour éviter des pertes de rendement. Mais il ne faut pas trop irriguer, parce que si on irrigue trop, il y aura du ruissellement. L'eau, ça coûte aussi de l'argent. Et donc, il veut par exemple apporter 15-20 mm à la culture de pluie pour passer cette canicule sans avoir trop de pertes. Et ça prend quelle forme du coup, justement, ces données? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est sur un ordinateur? Est-ce qu'ils ont des applis pour regarder ça tranquille depuis chez eux? Quel format ça prend vraiment? Alors chez Winat, c'est vraiment l'assistant digital de l'agriculteur au quotidien, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir, on va l'aider le matin à prendre en compte ce qui s'est passé, ce qui va se passer. On va pouvoir lui envoyer des notifications sur l'appli mobile, on va pouvoir lui envoyer des SMS, des emails en fonction de ce qu'il aura voulu programmer. On va pouvoir l'appeler même en cas d'alerte gel, par exemple, sur un viticulteur qui veut être alerté suffisamment en avance d'un risque de gel sur sa culture. Et ben on va lui envoyer une notification ou un SMS, ou l'appeler, même le réveiller finalement, pour qu'il aille allumer ces outils de lutte contre le gel. Donc c'est une application mobile qui restitue les informations du capteur et qui, tous les jours, en fonction des alertes que l'agriculteur aura programmées, va lui permettre de se connecter le matin, le midi, peut-être sur sa tablette, peut-être sur son PC, le soir, plus sur son PC, et de pouvoir ainsi mieux prendre des décisions pour lui-même ou aussi pour ses salariés. Quand la ferme a des salariés ou une équipe, et ben ça permet de coordonner aussi les équipes autour de la donnée centrale qui est quel temps il va faire, quel temps il a fait, est-ce que l'humidité de mon sol doit déclencher une irrigation, ce que Serge venait de dire, pour protéger la culture. Voilà. Et chez ITK, du coup, ouais. Et du côté d'ITK, en fait, donc ces données météo de base nous permettent en fait de savoir l'état hydrique de la plante, l'état azoté, c'est-à-dire s'il a suffisamment, on va dire, de matière d'engrais pour pousser. Donc ces données météo vont nous donner son état, c'est la 5 feuilles, c'est la 6 feuilles. Et donc l'agriculteur ou la coopérative, un regroupement d'agriculteurs, va permettre en fait on a une interface avec des graphiques, avec des possibilités d'entrer des irrigations virtuelles, d'entrer des fertilisations virtuelles. Donc de simuler si je fais ça, si j'irrigue maintenant, qu'est-ce qui va se passer, si je mets des fertilisants, etc. On reproduit ce qu'il s'est passé au cours de son année, on le reproduit de façon virtuelle. Et donc ça va nous donner un état de culture à un instant T. Et puis à partir des prévisions météo que nous on récupère de sources météo également, on va pouvoir lui dire, voilà, dans les 2 semaines à venir, il va y avoir un temps sec, donc il y a intérêt à surveiller l'irrigation. Ou alors, dans les 2 semaines à venir, il va faire très doux, la plante va se développer énormément, elle aura besoin de beaucoup d'azote, donc il va falloir apporter de l'engrais. Donc voilà, ça nous permet en fait de vraiment reproduire ce champ. Et la chose qui est intéressante, nous on appelle ça des what if. Qu'est-ce qu'il se serait passé si? Ça va lui permettre en fait de jouer un peu comme Farming Simulator. Ouais. Qui est un jeu comme vidéo, un jeu en du fait. coup, Voilà. je pense que c'est le seul jeu vidéo qui traite vraiment sérieusement des questions agricoles et où tu es un fermier. C'est ça. Bon, c'est un peu plus scientifique et plus complexe, bien sûr. Mais ça va lui permettre de dire si jamais j'aurais pris telle variété, qu'est-ce que j'aurais eu? Si jamais j'avais apporté de la fertilisation à cette date-là avec telle quantité, tel produit, qu'est-ce qui se serait passé? Ça va lui permettre en fait d'apporter une réflexion supplémentaire, d'aller un peu plus loin et de changer de ses habitudes pour s'adapter à un climat qui est en train de changer.
justement, on va en parler aujourd'hui un peu sur... je pense que c'est intéressant parce qu'il s'est passé plein de choses en 2020. Il y a eu effectivement ce nouveau type de crise. On n'en parlait pas avant, mais du coup, maintenant, on a appris ce que c'était une crise sanitaire. Mais elle a pris clairement toute la place dans l'actu, etc. Mais la crise climatique, elle a bien continué quand même en 2020. Ça ne s'est pas arrêté. À quel type du coup d'aléas ont fait face les agriculteurs cette année? Est-ce qu'il y a des caractéristiques un peu à noter de cette année 2020 pour les agriculteurs? Oui, alors l'année 2020, tout comme l'année 2019, tout comme l'année 2018 et comme toutes les années qui sont passées, ont été caractérisées par des événements climatiques inédits, des événements climatiques extrêmes. L'événement climatique principal qui a concerné l'agriculture, c'était la sécheresse. On a eu, vous l'avez tous remarqué pendant le premier confinement, un super beau temps. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait en profiter. Mais c'était un événement en fait où il n'y avait plus de pluie. Une sécheresse s'est installée. Et c'était malheureusement la période durant laquelle le blé avait besoin de plus d'eau. Et donc on a observé des rendements de blé qui sont historiquement bas à cause de cette sécheresse qui s'est installée au cours du printemps. Donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est quelque chose qui a été très présent. Un peu plus tôt dans la saison, c'est paradoxal, on a eu des gelées tardives. Et paradoxalement, avec le changement climatique, et ça, en général, le grand public ne le sait pas, les dégâts dus aux gelées tardives sont plus importants dans un contexte de changement climatique. Alors pourquoi? Il y a une explication scientifique qui est assez simple à comprendre, c'est que l'hiver est plus doux. Donc la plante se développe tout au long de l'hiver, et quand elle arrive au printemps, elle est très développée par rapport au XXe siècle. Donc lorsqu'une gelée tardive arrive, il suffit juste d'un -1 ou d'un -2 degrés. Donc une gelée tardive, peut-être expliquer un peu ce que c'est? Une gelée tardive, c'est une gelée qui arrive au cours de fin mars, avril, mai. Ce sont des gelées qui arrivent après que la végétation a redémarré. Donc c'est des gelées qui peuvent brûler facilement les jeunes feuilles. Et donc là, on se retrouve avec le changement climatique, donc des végétaux qui sont plus développés au printemps, et des gelées tardives qui sont toujours présentes. Alors certes, il fait juste -1, -2, au lieu qu'il fasse -4, -5, mais il suffit d'être en dessous de 0 pour avoir des gelées tardives. Et donc on a eu des gelées tardives sur l'ensemble de la France, et qui ont eu des dégâts très importants sur l'arboriculture notamment, un peu moins sur le blé, mais c'est quelque chose qui a marqué aussi l'année 2020 et qui est paradoxal avec le changement climatique. Et effectivement, ça me semblait être important d'en parler parce que autant je me souviens de l'été 2019, du coup, où ça avait été la grosse cata pour notamment viticulture, on en avait parlé tout l'été, où c'était compliqué, etc. Sauf que cette année, en fait, effectivement, il y a eu zéro actu là-dessus, alors que, effectivement, c'est des enjeux qui continuent. Toi, Jérôme, je sais pas si tu as eu des remontées aussi de tes clients là-dessus. Oui, effectivement, ça a été une année très, très chaude, en moyenne, qui a impacté tous nos clients, bien évidemment, sur le blé. Les alertes gel ont largement fonctionné, comme l'a dit Serge. Donc, effectivement, nos milliers de viticulteurs clients ont effectivement utilisé la capacité des algorithmes de les réveiller pour lutter contre ces épisodes de gelée tardive. La sécheresse des sols aussi a été, dans une partie quart nord-est, a été aussi énorme, liée à la sécheresse, qui a donc aussi utilisé les ressources en eau, les réserves, et donc ne pas permis aux agriculteurs, jusqu'à la fin de la culture, d'avoir de l'eau pour permettre à la plante d'exprimer un petit peu toute sa capacité. Donc on a aussi été effectivement, on a eu beaucoup de sollicitations sur l'irrigation, sur la sécheresse. Et en fin d'année, il y a eu des pluies aussi extrêmement abondantes dans le sud de l'Aquitaine. Donc on a aussi eu l'effet finalement inverse, qui est une saturation des sols en eau qui ne permet pas aux agriculteurs d'aller semer. Voilà, donc on a eu un cumul de différents épisodes qui sont, selon les territoires, complètement différents, mais qui impactent les travaux agricoles au quotidien. Et comme le disait Serge, soit qu'ils sont chaque année de plus en plus intenses, voire même cumulés. Et pour ça, quand une région cumule et des événements nouveaux et en plus intenses, effectivement, le pilotage devient très compliqué. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'on peut résumer ça par le mot extrême, où la nature a besoin d'équilibre, et là, en ce moment, le climat
ne lui offre pas trop ça, quoi. On est plutôt sur des grosses phases assez courtes mais intenses, mais très extrêmes, effectivement. C'est ça, la nature ne suit plus en fait le climat qui évolue beaucoup trop rapidement. Et les habitudes des agriculteurs aussi, il y a l'humain qui rentre en jeu. Les habitudes des agriculteurs n'évoluent plus aussi vite que le climat. Et d'où les outils d'aide à la décision et les mesures météo sont importantes. Ça permet en fait de qualifier, de quantifier en fait ces événements climatiques et donc d'aider l'agriculteur à prendre les meilleures décisions avec un climat qui change. On voit souvent le schéma grand-père, père, enfant. Donc c'est le grand-père qui apprend au père le terroir, c'est les habitudes, à quelle période on sème le blé, à quelle période on apporte de la fertilisation, à quelle période on apporte de l'irrigation. Ça, c'était valable au XXe siècle dans un climat stable. Mais maintenant, le petit-fils n'a plus un climat qui est stable. D'année en année, en plus, ça change très vite. Et donc, en fait, la technologie, les mesures, l'aident à comprendre ce qui se passe et à prendre des décisions, parce que ce n'est plus les décisions que ce qu'il a appris lorsqu'il a repris l'exploitation. Justement, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Avant d'aborder effectivement plus précisément ce que ça apporte, là, ces nouvelles technologies, peut-être comprendre un peu mieux de quels moyens, comment il faisait un agriculteur avant effectivement l'arrivée d'Internet, des objets connectés, etc., que tu développes chez Winnet notamment. Qu'est-ce qu'il faisait pour faire face effectivement, parce que des épisodes quand même extrêmes, il y en a eu. Là, le problématique, c'est qu'il y en a beaucoup de manière de plus en plus intense, mais il y en a déjà eu. De quels moyens il disposait avant pour réagir? Parce que l'idée, là, c'est que vous allez mesurer tout ça, mais derrière, il y a des réactions. Comment ça se passe en fait? Alors effectivement, avant, il y avait beaucoup plus le temps de préparer sa réaction, puisque les climats étaient un peu plus maîtrisés. Alors maintenant, il n'y a plus beaucoup de temps. Comment ils faisaient? Les stations météo, ça existait. Soit c'était récolte, on va dire, vidé, le pluviomètre était vidé à la main, ce qui existe toujours, ce qu'on appelle un pluviomètre manuel. Il y en a dans toutes les fermes en France. Donc c'est une bassine que tu remplis, tu regardes si ça se remplit ou pas. Petit entonnoir, effectivement, qui est posé dans, je pense, les 500 000 fermes en France, au milieu de la cour, et qui mesure en centimètres la quantité d'eau, ou en millimètres la quantité d'eau, et l'agriculteur relève ça, et le vide tous les jours, et le note dans un carnet. Alors c'est plus ou moins précis, puisque une fois, si on le regarde par en dessous, si on le regarde par dessus, c'est très approximatif, mais néanmoins ça permet de récolter des données. Il y avait bien évidemment un réseau Météo France également, Météo France qui est un gros acteur de la météo, qui a aussi des stations météo qui sont positionnées un peu partout en France. On va dire peut-être 1 millier à peu près de bases météo qui sont mesurées et récoltées tous les jours et qui permettent d'alimenter les modèles météo dont parlait Serge. Il y avait beaucoup l'expérience du climat, il y avait beaucoup le mois, la période dans le mois, il y avait les dictons. Anciennement, si on remonte très très loin, il y avait des dictons pour anticiper le gel, pour la Sainte Glace, je pourrais en citer certains, mais il y en a tellement. Tous les mois, on a un dicton qui est la météo, qui montre bien l'impact de la météo sur la vie quotidienne des gens. Ensuite, un peu plus proche de nous, il y a eu la mécanisation, il y a eu des tracteurs, il y a donc eu des stations météo électroniques, mais qui étaient très très chères. Donc la capacité de le déployer en nombre n'était pas forcément possible. Et puis maintenant, on a des agriculteurs qui ont entre 50 et en majorité en France, qui ont plus de 45, 50, 60 ans, qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent et qui sont en train d'être remplacés par une nouvelle génération de trentenaires, même de jeunes de 20 ans qui prennent la suite, on va dire, de leurs parents. Et moi, j'ai vu des comportements dans des salons, à l'époque où on pouvait encore en faire, de grands-parents ou de papas qui venaient avec leur fils, ou leur fille d'ailleurs, il y a aussi des filles qui reprennent des exploitations, en lui disant, moi, tu vois, à mon époque, je devais relever le pluviomètre à la main, ou je devais accéder à 3 sources de météo, s'il pleuvait sur la montagne, s'il pleuvait au bord de la mer, et il faisait froid, etc., avec des repères empiriques, on va dire. Alors moi, je te conseille d'investir dans un outil plus moderne, plus fiable, plus actuel, et c'est des heures que tu vas gagner dans ta semaine et dans ta journée. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avant, il avait le temps de le faire. Avant, les rendements étaient pas
en tout cas la qualité de vie de l'agriculteur était moins prise en compte qu'aujourd'hui. Et donc l'agriculteur, il travaillait beaucoup et il travaille toujours beaucoup. Et donc les jeunes qui veulent reprendre et qui veulent s'investir dans l'agriculture, eh ben, ils ont aussi envie d'avoir des week-ends, ils ont aussi envie d'avoir une vie de famille. Et surtout, ils ont envie d'avoir une entreprise, d'être chef d'entreprise et d'avoir les outils pour piloter cette entreprise. La météo faisant partie des outils de pilotage de l'entreprise normale, en plus d'un outil comptable, etc. Et ce qu'on voit, nous, maintenant, c'est qu'effectivement, il y a une tendance à ces jeunes générations à s'équiper tout de suite quand ils reprennent la ferme, ou aux anciens qui vont passer on va dire la main, de ne pas laisser les jeunes générations sans ces outils qui vont leur faire gagner des heures et des heures pour avoir envie de s'investir dans l'agriculture parce que c'est un métier difficile. Ok. Tu veux compléter, Serge ? Oui, alors moi je voudrais juste prendre un exemple de la vie de tous les jours. Là je suis à Paris, je voudrais aller d'un point A à un point B. En 1980, j'utilisais une carte papier, je me perdais et je savais pas où aller. En 2020, j'utilise des Google Maps, pour pas citer forcément le nom, mais Google Maps, et ça me fait gagner 20 minutes. L'agriculteur, c'est pareil en fait. L'agriculteur, en 1980, il avait ses habitudes. Ses habitudes changent. Anticiper les données, les événements climatiques, ça prend du temps. Il faut organiser sa semaine, il faut savoir ce qui s'est passé aussi dans les jours d'avant. Et donc là, en fait, on lui donne en fait directement sur des applis des décisions qu'il peut prendre. On l'aide. Et non seulement ces décisions prennent en compte aussi des aspects environnementaux, ça prend aussi des aspects de retour sur investissement, par exemple sur le rendement qu'il peut avoir suivant les décisions qu'il aura. Mais ça prend en compte aussi quelque chose de très important, le temps pour l'agriculteur. Parce qu'un agriculteur, ça a aussi une famille. Et des tâches qu'on peut, comme le GPS, des tâches qu'on peut automatiser et lui donner des décisions toutes prêtes, en fait, qui peuvent l'aider à conduire sa ferme, c'est du temps qu'il gagne pour son bien-être. Et on parle souvent du bien-être des agriculteurs et cette technologie, en fait, l'aide à avoir du temps pour lui. Ouais, effectivement, ça rassemble aussi je pensais pas du tout parler de ça dans cet épisode, mais en fait, c'est hyper évident. Et c'est un sujet qu'on a retrouvé dans tous les épisodes en fait, qu'on a enregistrés sur Futur Agri. C'est l'enjeu du renouvellement des générations. Je pense que toute structure aujourd'hui qui bosse dans l'agriculture travaille sur ce sujet-là. Et finalement, effectivement, d'intégrer ces nouvelles technologies, soit effectivement au moment de la transmission pour les anciens, entre guillemets, soit dès qu'on reprend, ça va permettre aussi de rendre le métier un peu plus attractif, de se libérer du temps. Je trouve que c'est un sujet aujourd'hui qui est de plus en plus prégnant. Tous les agriculteurs, ils ont envie d'avoir une vie qui est à peu près normale, de faire société aussi avec le reste des gens de la France. Et c'est vrai que j'avais pas vu du tout cet aspect-là, en fait, le lien entre météo, le temps et le temps, quoi. Enfin, les deux sens du temps, quoi. Moi, c'est la première remarque qu'on m'a fait quasiment il y a 6 ans quand j'ai créé Winat. Un des agriculteurs, la première chose qu'il m'a dit, il me dit, mais nous, dans notre coin de France, si je voulais aller intervenir à 5 km de chez moi, il fallait que j'appelle ma grand-mère ou mon oncle pour demander s'il avait plu. Ouais. Ça, il n'a plus le temps de le faire aujourd'hui. Ouais, non, c'est clair. Il y a quelque chose de très important. Alors là, on a parlé du temps, mais il y a aussi le stress. Parce que ne pas savoir qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'une canicule arrive ou quand est-ce que le gel va intervenir, voilà, c'est des choses qui prennent pas du temps, mais qu'on garde en tête, en fait, des réflexions qu'on a toute la journée et un niveau de stress qui peut être important dans des périodes et puis des épisodes climatiques qui sont différents d'habitude. Et en fait, le fait d'avoir toute cette technologie par les capteurs de mesure sur le terrain ou par la modélisation, ça permet de se libérer du stress et donc d'être plus zen dans son travail de tous les jours. Et c'est quelque chose qui ne se mesure pas en temps, mais c'est quelque chose qui ne se mesure pas, mais qui s'apprécie. Et donc, tous ces outils de la décision sont là pour aider l'agriculteur pour son temps et pour son stress. Ouais, pour baisser la charge mentale. C'est ça, c'est la charge mentale que je cherchais. C'est un mot hyper actuel. Merci beaucoup pour un peu ce retour aussi historique et comprendre un peu le contexte de création de toutes ces technologies. Mon dernier sujet, c'était un peu sur effectivement plus faire une perspective sur les années futures. Aujourd'hui, effectivement, les technologies que vous développez permettent au quotidien
et plus sur un moyen terme, on va dire, sur l'année et les 5 ans, de faire des prévisions, de comprendre et d'anticiper un peu ça. La perspective, par contre, sur les 10, 20, 50 prochaines années, ça n'a pas l'air chouette pour le climat. Peut-être, Serge, tu pourras nous décrire un petit peu ça. Ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'innover pour s'adapter un peu à court terme et effectivement permettre de là réagir tout de suite, mais qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans 50 ans quand effectivement le climat sera devenu un peu incontrôlable? Est-ce qu'on a déjà des embryons de technologie qui vont nous permettre de faire face vraiment à des événements extrêmes, quand il fera pendant 6 mois d'année 50 degrés, je dis n'importe quoi. Ça sera chouette effectivement d'avoir sa station météo, mais là il va falloir clairement avoir aussi des moyens de réaction qui sont beaucoup plus forts. Est-ce que, j'imagine, vu que vous êtes dedans, que vous avez un peu des éléments de réponse sur comment on anticipe ça dès aujourd'hui. Donc il faut savoir que l'agroclimatologie, parce que là on parle d'agroclimatologie, agriculture et climat, c'est une pièce d'un puzzle. Et pour avoir quelque chose de complet, il faut avoir les autres pièces du puzzle. Donc l'agroclimatologie, il y a deux terminologies. La première, c'est donc les modèles dont on parle depuis le début. C'est des modèles d'outils d'aide à la décision qui sont développés en viticulture, qui sont développés pour le blé et qui vont donner des décisions dans la semaine à venir ou dans les mois à venir pour la récolte de l'année J. Pour les récoltes des années suivantes, on utilise les mêmes modèles de culture mais avec des données météorologiques prévisionnelles jusqu'en 2100. Donc le premier modèle, les modèles actuels, donc des décisions à court terme, et les deuxièmes modèles, des décisions à long terme. Et ces décisions à long terme sont très importantes pour prendre des décisions agroclimatologiques. C'est-à-dire que il va forcément falloir restructurer des filières dans les années à venir, puisqu'il y aura des cultures différentes qui vont être implantées en France. Donc voilà, c'est la restructuration des filières, c'est ça veut dire, juste pour préciser un petit peu, ça veut dire planter sur des terroirs donnés, planter des choses différentes qui vont mieux s'adapter effectivement au climat et au sol de demain, quoi. Voilà, c'est sorti du deuxième type de modèle. Ça va nous permettre en fait de donner des prévisions de à quoi ressemblera le paysage agricole français entre 2050 et 2100. Par exemple, on va peut-être plus planter du maïs dans le sud-ouest de la France, puisque c'est quelque chose qui consomme de l'eau, parce que c'est une culture qui est sur la période estivale, donc il y a besoin d'eau pour le faire pousser. On va peut-être planter d'autres types de cultures, et pour ça, il faut des machines pour les récolter, des entrepôts pour stocker la production agricole, des filières pour vendre cette nouvelle culture. Voilà, il y a toute une organisation à restructurer. Enfin, il faut restructurer. On appelle ça restructurer une filière. Donc, il faut tout du début à la fin changer les habitudes et changer. Voilà. Donc ça, c'est des choses que l'on voit à très long terme. C'est pas seulement des décisions qu'on peut prendre dans l'année à venir. Et c'est souvent des études qui sont faites par des instituts de recherche publics et commandées par des États. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et du coup, peut-être un peu aussi sur la partie... Là, on est sur la partie effectivement recherche et données pour anticiper des décisions qui vont être aussi des décisions très politiques sur la gestion de l'agriculture, sur le milieu des nouvelles technologies, etc. Est-ce que tu vois que ça bouge aussi, qu'il y a des choses qui sont sur le long terme comme ça ? Sur le long terme, en fonction de la région dans laquelle on se situe, il va y avoir l'impact climatique, il est déjà visible. Si on est dans le sud de la France, il est déjà visible, donc on peut dans certains endroits plus obtenir les mêmes rendements de la vigne. Donc aujourd'hui, on voit des solutions qui existent. Est-ce qu'elles sont long terme et pérennes, comme les ombrières par exemple, intelligentes, où on va protéger les cultures des impacts météo régulier, en donnant un peu d'ombre à la plante, en lui permettant d'un peu mieux, on va dire, fonctionner. On a fait un épisode hyper intéressant avec Julie Dombréa sur le sujet, qu'on a enregistré à Aix, du coup, qui est effectivement bien touché par le sujet. Donc, effectivement, ça permettra de compléter aussi ce que tu dis. Ouais. Voilà, donc il y a ce type d'outils-là qui permettent de lutter contre des épisodes intenses. Ensuite, on essaye dans notre cadre, on voit des programmes de recherche
où on va devoir accumuler un nombre de données très important. On a parlé de la météo, mais il y a aussi le sol qui est très important. Ouais. Prise en compte du sol. Le sol qui est, dans certains endroits, de moins en moins fertile. Donc il faut redonner de la fertilité à ce sol. Il y a plein d'innovations en biotechnologie qui sont en plein essor. De sociétés, de boîtes qui font partie de la ferme digitale d'ailleurs, comme Mycophyto, qui est une société qui améliore la qualité, on va dire, du sol et qui permet en fait aux plantes de moins demander d'eau, par exemple, ou de permettre de faciliter le développement de la culture. Et donc la masse de données qui sont du sol, de l'air et aussi de la plante, c'est-à-dire l'analyse de la plante. On voit aussi des sociétés qui ont sorti des capteurs sur la plante qui vont permettre de mesurer les signaux électriques de la plante directement, puisque la plante, comme les arbres, ce sont des êtres vivants et il y a des signaux électriques qui sont mesurés par des sociétés. Il y en a 2 aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance. Il y en a une en Hollande et une à Bordeaux. Et ces signaux électriques vont permettre de faire des programmes de recherche et développement court, moyen et long terme, et qui vont permettre de choisir les bons cépages ou les bonnes variétés, pour croiser des variétés entre elles, pour être résistantes à terme à des épisodes climatiques, voire même sur des sols non irrigués, puisque la plupart des terres agricoles dans le monde sont non irriguées. Donc les recherches, en tout cas telles que moi je le pressens, c'est qu'effectivement l'irrigation est un outil qui permet d'améliorer les rendements agricoles, mais il y a un autre sujet fondamental qui est que fait-on quand il n'y en a pas d'eau, quand on n'a pas d'eau, quand la plante en a besoin. Et donc là on travaille plutôt sur la génétique végétale. Et pour ça il faut mesurer pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Il faut mesurer, comme le disait Serge, c'est long de mesurer le comportement d'une culture, de trouver le bon cépage. Récemment, l'INRA, par exemple, l'INRA en France, a sorti 3 nouveaux cépages agricoles qui sont en cours d'être plantés et qui sont essayés dans des régions agricoles et qui sont censés répondre à 2 problèmes. 1, une maladie qui est la maladie du bois qui détruit beaucoup de vignes, et 2, la sécheresse. Et donc, ces nouveaux cépages sont issus d'années de recherche et développement. Et pendant ces années de recherche et développement, des données ont été accumulées, des données météo, des données dans le sol et des données de la plante. Moi, c'est ça qui va guider le développement futur. En tout cas, le développement d'une agriculture sur les territoires qui vont être impactés par un changement climatique. Si les filières ne sont pas restructurées ou n'ont pas préparé cette évolution de la génétique ou des variétés adaptées au microclimat futur, ce sera compliqué effectivement de garder de l'agriculture sur certains territoires. Alors il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont déjà pris les devants en plantant des cultures qui n'ont pas besoin d'eau ou en changeant la vigne pour une autre culture, etc. Mais c'est tout un fonctionnement, comme le disait Serge, on est tous imbriqués dans un écosystème et il faut que tout le monde travaille ensemble. Et je pense que l'autre message, c'est qu'il faut que tout le monde travaille plus ensemble. Il n'y a pas la technologie d'un côté, la recherche de l'autre, la politique de l'autre, parfois avec sa vision court terme, mais mine de rien sa mission long terme. Et c'est tout ça qu'on essaye de favoriser aussi au sein de l'écosystème des sociétés innovantes de la ferme digitale, c'est d'essayer de parler le plus possible de nos initiatives qui remontent du terrain pour faire évoluer des politiques long terme et lancer des programmes de recherche et développement qui visent la résilience de nos agricultures dans certains territoires qui sont en fort risque de ne plus pouvoir générer des emplois demain, puisque c'est aussi, moi j'ai des enfants, et j'ai envie qu'ils aient du travail et que ce pays reste un pays agricole. Et donc ces investissements sont pour moi fondamentaux. Voilà. C'est clair. En fait, au final, on voit que l'agriculture connectée est au centre de... Je reprends cette image du puzzle, hein, c'est vraiment la pièce centrale qui permet quand même de relier la politique, qui permet de relier le marché, les filières, qui permet de relier aussi la génétique. C'est quelque chose qui regroupe toutes ces informations. La santé aussi. Voilà, et qui permet de délivrer en fait des messages, qui permet de délivrer des décisions pour garantir à la France d'avoir une production agricole suffisante avec un changement climatique. Jusqu'à une certaine limite. Il y a certains épisodes qu'on a observés en France, comme le 28 juin 2019, où il a fait 46,1 degrés dans l'Hérault et dans le Gard. Là, que ce soit en génétique, que ce soit de la gestion de l'eau, que ce soit de la politique, que ce soit de n'importe quelle, il n'y a pas de solution.
Ok. Il y a, Pour il y a- n'importe il y a- quelle plante ou pour la vigne, enfin, est-ce que, parce que effectivement, pour rappeler un peu le contexte, ce qui s'est passé, c'est que effectivement on a dépassé un seuil de degrés où la plante ne fait plus de photosynthèse, c'est ça? Et où du coup, non, Alors, non, c'est pas ça. c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, les 46 degrés étaient couplés à un Mistral qui soufflait à 30 à 50 km/h. Et En donc, plus. ce qui a accentué, en fait, on appelle ça l'évapotranspiration, donc la perte d'eau du sol et de la plante, et qui a fait que la plante s'est desséchée sur place en quelques heures. C'est un événement inédit et on n'a aucune solution jusqu'à présent, que ce soit scientifique ou en agriculture connectée, pour faire face à ce type d'épisode. Alors, la modélisation et les mesures scientifiques nous permettent de qualifier l'événement, de limiter ses impacts. On a des personnes qui utilisent des outils qu'on développe à ITK, l'outil Vintel. On leur a préconisé de mettre une certaine quantité d'eau avant la canicule. Certaines parcelles n'ont pas reçu d'eau, d'autres en ont reçu. Et donc les parcelles qui ont reçu de l'eau, elles ont eu moins de dégâts. Elles en ont eu parce qu'il y a un moment où on dépasse la limite génétique des végétaux, mais ça permet quand même de limiter les dégâts. Donc on n'a pas réponse à tous les types d'événements. Il va peut-être falloir aussi penser que certains événements climatiques vont rendre certaines régions de France impropres à certaines cultures. Et est-ce que justement, ouais, c'était parce que c'était la vigne et que c'était avec la vigne qu'on avait dépassé ce seuil, ou est-ce que n'importe quelle plante aurait Alors la vigne, subi c'est ce un choc-là? symbole. La vigne, c'est toute une histoire et c'est l'un des végétaux les plus résistants du sud de la France. On a eu des dégâts sur l'olivier et on a eu des dégâts sur les lauriers, qui sont des symboles du climat Ah, méditerranéen. bien sûr. Donc à partir de ce moment-là, lorsqu'on voit des dégâts sur des symboles qui remontent jusqu'à Jules César, vous vous rappelez avec ces lauriers, bah on se dit que Ouais, là, on est a plus dans une voie atteint- de désertification, c'est-à-dire des endroits où des végétaux ne peuvent plus pousser. Ok. Alors on n'en est pas encore à là, Oui, oui. bien sûr. La technologie permet de limiter les dégâts jusqu'à un certain niveau. Peut-être qu'en 2100, on ne pourra plus cultiver certains cépages. On ne pourra plus cultiver certaines cultures dans le sud de la France, puisque ce sera tout simplement impossible. Oui, c'est effectivement le côté désertification. Du coup, on passe aux petites questions de la fin. Donc, on va avoir 3 questions et 2 réponses à chaque fois, vu que vous êtes 2. On dirait un jeu de télé. De quelle entreprise auriez-vous, du coup, aimé être le fondateur? Serge, je te laisse commencer. Alors c'est une question difficile, hein, bien sûr. Moi, je suis très attaché en fait au côté passion et au côté pédagogie de l'agriculture et du climat. C'est quelque chose que je fais sur les réseaux sociaux. Et une entreprise en fait qui m'aurait tenu à cœur. Alors on peut pas tout faire dans la vie. Je suis très content de ce que je fais dans ma vie, mais ce serait d'avoir une entreprise qui permet en fait de produire des reportages à tout type de public, un peu du style ce que fait Mac Lesguy ou Jamy. C'est pas sorcier. Voilà, c'est ça. Mais vraiment consacré au climat, à l'environnement, à l'agriculture et de façon scientifique. C'est-à-dire après lecture d'articles scientifiques et de façon non poétique. Vraiment rester terre à terre et scientifique. Et c'est ce qui manque un peu dans le paysage, on va dire, agricole et surtout avec les réseaux sociaux. C'est qu'il y a beaucoup d'informations erronées qui passent. Et moi, je m'attarde vraiment à la lecture des articles et à apporter un peu de science dans les débats, même dans les débats épineux, qu'il s'agisse des OGM, qu'il s'agisse de nouvelles variétés. Voilà, c'est vraiment remettre la science dans ces débats qui ne sont pas censés être des débats politiques ni poétiques, qui sont censés être des débats scientifiques. Donc si jamais je devrais faire une entreprise, c'est vraiment de la production. Il n'est jamais trop tard pour te lancer. Voilà. Regarde, moi, je bosse dans une agtech aussi. J'ai fait mon podcast. Tu peux lancer ta série d'émissions sur Peut-être un jour. l'agro et le climat. Et toi, Jérôme? Moi, ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question. Et moi, en fait, l'entreprise que j'aurais aimé fonder ou cofonder, parce que moi, maintenant, si je recrée une entreprise, Tu la cofondras, ouais. je la cofondrai avec, je pense, plusieurs personnes, parce que je pense que c'est fondamental de partager avec chacun un peu sa valeur ajoutée. Mais je pense que l'entreprise que j'aurais aimé cofonder n'existe pas encore. Et que c'est un mixte plutôt d'entreprises
ou d'entrepreneurs pour ce qu'ils ont fait au début. Quand j'ai commencé à m'investir dans la technologie, j'aime bien Apple pour ses débuts dans le garage. J'adore. Mais pourtant, c'est pas forcément une entreprise que j'aimerais aujourd'hui, dans laquelle j'aimerais travailler aujourd'hui pour plein d'autres choses, pour la responsabilité sociale et environnementale, etc. Chez Winat, on fait tout en France. Voilà, c'est des valeurs fortes. On maîtrise 100% de nos produits. On fait tout au plus proche des consommateurs. Et j'aurais bien aimé aussi créer Patagonia, puisque je suis un fan de sport. Donc s'il y a deux boîtes que j'aurais aimé, s'il y a deux boîtes que j'aurais aimé, dans lesquelles j'aurais aimé travailler ou qui ont participé, on va dire, à mes valeurs personnelles, c'est plutôt Apple pour la technologie, mais le garage, à l'époque du garage, et à l'époque de la vision des usages. J'étais pas encore né, quoi. Que déjà on s'imaginait que l'ordinateur et le téléphone mobile allaient arriver dans les foyers, donc ça c'est quand même un aspect visionnaire. Et Patagonia pour la prise en compte des valeurs, on va dire, sociales, environnementales et l'image que ça véhicule. Alors, il y a aussi des défauts à Patagonia. C'est pour ça que j'aurais pas non plus aimé fonder Patagonia ni Apple, mais c'est assez complémentaire parce qu'effectivement, Apple, c'était effectivement au début où il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Et Patagonia, je trouve qu'ils sont montés en puissance aussi au fur et à mesure, justement, sur l'aspect comment une boîte qui fait des vêtements, c'est assez simple et basique, va travailler justement sur ses engagements et tout, donc hyper complémentaire ces deux-là, je trouve. Deuxième question, qu'est-ce qui, Serge, te rend heureux au quotidien, mais dans un mot? En un mot. Les orages. Les orages. Est-ce que tu peux juste, rapidement, parce qu'on n'en a pas parlé et c'est quand même hyper important et hyper classe, pourquoi tu me dis orage? Alors effectivement, ce qui me rend heureux, c'est les dépressions et le mauvais temps. C'est très original pour le grand public, mais simplement parce que je suis chasseur d'orage. Donc c'est-à-dire, pour définir un petit peu, c'est vraiment reporter de terrain d'événements climatiques. Je prends des photos des tornades, je prends des photos des orages. Et c'est très complémentaire au travail que je fais, parce que pour comprendre les impacts du climat sur l'agriculture, il faut déjà comprendre le climat, l'observer, et ne pas se mettre sous sa couette quand il y a un orage, vraiment voir ce qui se passe. Et donc moi, quand il y a de l'orage, je suis très content. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver tes photos? J'ai un site internet serge-zaka.com. Je suis également présent sur Twitter, sur lequel je fais beaucoup de pédagogie sur l'agroclimatologie, sur Facebook et sur Instagram. Trop bien. Et moi j'ai une question à te poser, Serge. À ton avis, où est passé le chasseur d'orage qui a un orage qui lui est tombé à 1 mètre de lui, que tu as retweeté il y a 2 jours. À ton avis, il est encore vivant ou pas? Ça, j'ai fait un tweet où les gens se posaient la question. J'ai demandé à la personne qui avait initialement posé cette vidéo s'il était toujours vivant. J'ai pas demandé dans quel état. Et apparemment, il est toujours vivant. L'éclair serait tombé sur un poteau électrique qui est à 10 mètres de lui. Et avec le reflet de l'éclair dans la lentille, on a l'impression qu'il tombe à 1 mètre. Donc voilà, la personne a pris l'électricité, mais c'était pas de façon mortelle. Ok, bon, voilà, on est heureux de le savoir, merci. Je connaissais pas cette nouvelle, du coup je suis contente qu'elle ait une fin à peu près heureuse. Et toi, du coup, qu'est-ce qui te rend heureux? Moi, ce qui me rend heureux, c'est la vie, c'est les moments faciles, les moments difficiles, les moments avec mes proches, les moments avec mon équipe, avec mes clients. C'est de vivre et de vivre des moments difficiles, mais aussi des super moments. Voilà, c'est donc la vie qui me rend heureux au quotidien. Trop bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre dans ce podcast pour un prochain épisode? Moi, il y a quelqu'un que j'aimerais entendre, ce serait qui ne travaille pas dans l'agriculture, mais qui aime beaucoup la pédagogie et surtout les valeurs scientifiques à l'agriculture, ce serait Mac Lesguy. Ok, voilà, ça pourrait être hyper intéressant. Que je connais personnellement et qui intervient dans des débats sur Twitter qui sont polémiques, mais qui intervient de façon juste et scientifique en fait. Il apporte les pièces de puzzle scientifiques qui manquent au débat, même si c'est pas forcément des éléments scientifiques qui peuvent être acceptés par le grand public. Voilà, c'est-à-dire il y a certains préjugés qu'on a sur l'agriculture. On a beaucoup de préjugés sur l'agriculture, sur les OGM, hein, bien sûr, sur l'utilisation de l'eau par l'agriculture, sur les pesticides, on voit plein de choses passer sur les réseaux sociaux et malheureusement, ce sont les choses qui ont le moins d'arguments scientifiques qui se diffusent le mieux.
et les choses qui ont le plus d'arguments scientifiques qui ne sont pas forcément acceptées se diffusent moins bien. Voilà, moi j'aimerais bien remettre de l'ordre scientifique dans les Dans débats. tout ça. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve que c'est très important à l'ère des réseaux sociaux. Carrément. Bon, bah écoute, j'y avais pas du tout pensé, mais je note. Et toi, Jérôme ? Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de faire intervenir Julien de Normandie, qui est à notre âge, qui a mon âge à peu près, qui est quand même ministre de l'Agriculture, et qui éventuellement pourrait venir nous partager une partie des réponses qu'on s'est posées aujourd'hui. Comment faire pour mettre l'innovation au service de l'agriculture dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que je pense qu'il a les clés. En tout cas, il n'a pas forcément les clés, il n'a pas les solutions, mais il a les moyens d'activer et de mettre dans une même salle beaucoup d'acteurs, des penseurs, des visionnaires, des ethnologues, des anthropologues, des météorologues, et donc des fins politiciens, mais aussi des opérationnels de grande qualité. Donc on pourrait avec lui bâtir un bon sujet, je pense. C'est clair. C'est vrai que, pour ajouter un mot sur Julien de Normandie, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a une façon claire et qui est de montrer en fait les problèmes de l'agriculture, et surtout il remet un minimum de science dans le débat politique. Il est renseigné de façon scientifique avant d'intervenir, de prendre la parole. Et donc, c'est quelque chose qui est très agréable pour un scientifique d'avoir un politicien qui maîtrise un sujet qui est à la base scientifique. L'agriculture, c'est de la science. Ce n'est pas un débat qui est censé être politique, c'est très scientifique. Et donc, j'imagine que faire intervenir Mac Lesguy et Julien Normandie dans le même podcast, ça peut être intéressant. Hyper rigolo. Bon, bah sur ces super nouvelles, mais bon, effectivement, on va essayer de... grâce à effectivement ces recherches, ces technologies et ces partages, et je te rejoins beaucoup Jérôme là-dessus, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec le podcast, de partager un peu plus à tout le monde tout ce qu'on fait au niveau de l'innovation agricole pour justement répondre à ces enjeux qui, on l'a vu, sont un peu aussi des questions de survie. Donc merci beaucoup à vous deux d'être venus. Je suis toujours hyper contente quand on arrive à croiser comme ça des points de vue, mais c'était pas la première fois que vous interveniez tous les deux, et ça me semble assez évident. Et puis à une prochaine. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de la nouvelle saison de Futur Agri. Un grand merci à Jérôme et Serge d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir permis de comprendre les subtilités des liens entre météo, climat et agriculture. Oui, une plante qui n'a pas assez d'eau, qui a trop froid ou trop chaud ne pousse pas bien. Mais on l'a vu, c'est plus complexe que ça. Et surtout, les enjeux sont beaucoup plus profonds lorsqu'il s'agit d'une activité professionnelle. C'est l'une des difficultés principales quand on travaille le vivant, mais c'est aussi ça qui m'a toujours fascinée dans l'agriculture. Manger est un acte que l'on fait tous les jours, et tous les jours, les agriculteurs regardent le ciel pour nous nourrir. Il faut en avoir conscience. Sécheresse, gel, canicule, ces épisodes extrêmes changent totalement la manière dont nous allons nous nourrir dans le futur. Et le comprendre, c'est déjà agir. Alors, merci pour votre écoute. Je suis hyper heureuse de vous dévoiler enfin la saison de Futur Agri réalisée en partenariat avec la Ferme Digitale. Si vous avez aimé ce podcast et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la Ferme Digitale sur ses réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.